Donc, dans cette partie-là, on va commencer en fait par les œuvres de jeunesse de Lautrec. Parce que Lautrec, vous connaissez tous, toutes ses œuvres sur Montmartre, sur les cafés-concerts, sur les stars du monde de la vie parisienne, sur la Belle Époque, etc. Mais on ne sait pas qu'avant de faire cela, Lautrec a eu une formation classique et a notamment beaucoup peint et dépeint son animal préféré qui était le cheval. Pardon, c'est une maladie osseuse qui ressemble à la maladie des os de verre, mais il y a une très très forte densité osseuse. L'os est encore plus dense et du coup encore plus fragile. Et là où on va vraiment se rendre compte que le diagnostic est exact, parce qu'on l'a soigné avec la brosse électrique, on lui a fait des traitements des traitements de cheval. D'ailleurs, son oncle Charles, avait la même maladie. Et à l'âge de 14 ans, à l'âge de 12 ans, je ne sais plus, 13 ans, voilà, 13 ans, il va se casser la jambe gauche dans sa maison natale. Et un truc tout bête, il va descendre d'une chaise basse, il va glisser sur le plancher, le parquet fraîche, Lautrec n'est pas né nain. Il a eu un accident, une double fracture, qui a fait qu'il a arrêté de grandir. Le regard de Toulouse-Lautrec sur les impressionnistes, quelle influence il a pu avoir ou non. Voilà, c'est votre nom ? Fanny Girard. Fanny Girard. Très bien. On est devant un de ces binômes qui a été créé spécialement pour cette occasion, pour cet accrochage exceptionnel, donc qui est ce tableau d'Auguste Renoir, qui est un portrait en pied de Charles Lecœur, un architecte, et on le met en regard avec une œuvre de Toulouse-Lautrec, qui est également un portrait en pied de son ami et cousin Henri Dillot. Et ce travail-là, en fait, en extérieur, sur le vif, de la représentation d'une personne dans un environnement qui nous a semblé intéressant pour ce premier binôme. Autre duo, sur un banc au bois de Boulogne de Berthe Morisot, est en dialogue avec le portrait de la comtesse de Toulouse-Lautrec pour le travail du blanc et de la couleur. Comme Albi, 34 musées bénéficient de prêts du musée d'Orsay. Ce choix qu'a fait le musée d'Orsay, c'est une chance pour nous et effectivement on en est sincèrement reconnaissant. C'est peut-être une manière aussi de dire que nos musées sont à la hauteur. Des emprunts qui remettent Toulouse-Lautrec dans le contexte impressionniste de la fin du XIXe siècle, à découvrir jusqu'au 9 juin. 15 ans, il va représenter un artilleur en train de serrer son cheval. On voit bien sa touche, sa manière de peindre. Vous voyez, par touche large, comme ça, très dynamique. On voit bien le sens du mouvement chez Lautrec, elles sont trop hautes par rapport au reste de son corps, notamment le cou qui est disproportionné par rapport à la tête. On a l'impression que cet artilleur, il n'arrivera jamais à monter à cheval. Vous remarquez aussi que l'arrière-plan, il est assez flou. Alors, Lautrec s'est essayé. Alors, c'est pas possible. C'est que pour lui, en fait, le paysage n'a pas grand intérêt.
de cette salle. Donc dans cette première salle, qu'on appelle la salle des grands portraits, sont présentés des personnages, des personnes chères à Lautrec, notamment sa maman, la comtesse Adèle, dont je peux moi aussi très bien vous parler parce que je l'ai incarnée. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Céline et moi, on fait partie d'une association de guides. On travaille pour l'Office de tourisme, mais on est une association. On s'appelle les Agités, l'AGIT, l'Association des guides interprètes du Tarn. Et chaque année, on crée sur un Cluedo. Donc, un jeu grandeur nature avec des personnages, une enquête à mener, etc. Et vu que l'an dernier et en 2022, on a fêté le centenaire de l'ouverture du musée et le centenaire de la donation des œuvres par la comtesse Adèle, donc la maman du peintre, on a créé un Cluedo sur Toulouse, avec une intrigue sur une base historique, mais une histoire inventée. Et moi, je faisais la comtesse. Alors, dans la série, je vous ai dit tout à l'heure que la comtesse était un personnage calme, réservé. J'incarne tout à fait le personnage. Voilà. Et justement, pour moi, ça a été le challenge de jouer un personnage qui est un peu à l'opposé de ce que je suis. Et je me suis régalée. Et ma collègue Céline, je l'ai lâchée. Voilà. Et il m'arrive parfois au musée aussi de faire des visites en costume. C'est celle au fond, dans la salle des grands portraits, on a la maman à 2 reprises. On a Maurice Joyant, son meilleur ami, qui sera aussi son exécuteur testamentaire. Et grâce à qui la donation pourra se faire, c'est lui qui va finir de convaincre la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec en 1922 de léguer les œuvres de son fils à sa ville natale. Parce qu'à Paris, personne ne voulait d'étoile de Lautrec. Voilà. Puisque de son vivant lui-même, quelques années après sa mort, il a été très décliné. Et Lautrec avait une chambre. Donc il passait ses journées, il vivait dans le musée. Pendant 4 ans, il avait sa chambre, il avait installé son atelier. Donc il faisait poser les filles, et comme je vous disais, il les rémunérait pour ça. Donc il va y avoir des scènes, vous voyez, des filles qui dorment ensemble. On va avoir aussi, parce que le prochain va changer, donc le lutte. Des représentations de l'intérieur, parce que donc la maison close dans laquelle il était, c'était pas non plus le premier bouge qu'on trouvait au boulevard de Clichy. C'était quand même une maison un petit peu huppée. En tout cas, ce tableau-là, qui synthétise un petit peu la vie en maison close, nous montre une scène où des filles attendent. Alors, à votre avis, elles attendent quoi? Ou alors peut-être Eh bien, elle va passer à la visite médicale. Donc tout le monde l'attend, y compris la tenancière, qui elle est collée montée et qui regarde d'un coup d'œil inquiet Rolande, la préférée de Lautrec et la plus ancienne de la maison close, qu'on va trouver notamment dans cette toile-ci et dans la toile là-bas. Donc Rolande et la tenancière se regardent un clin d'œil, un coup d'œil un petit peu discret qui témoigne d'une inquiétude. On est dans un huis clos, vous voyez, il n'y a pas d'ouverture. On a en plus 2 couleurs très fortes qui clashent, le rouge et le vert. Lautrec, à partir des années 1890, va jouer justement sur des chromatismes opposés. Il va faire trancher les couleurs complémentaires qui sont le rouge et le vert pour donner en fait une espèce d'atmosphère saturée. On a l'impression que c'est saturé en lumière et du coup c'est un peu extra. Et que la tenancière se dit, les personnes qui sont malades dans l'établissement ne peuvent pas en permettre la réputation. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. En tout cas, c'est une scène
à ses clés et c'est l'un des plus grands formats. Jaune avec un crochet blanc. Derrière les stores baissées, derrière les stores baissées, on entend des baisers. Puis une voix disant oh Léon, puis une voix disant Léon, tu me fais mal ton lorgnon. Un vieux monsieur qui passait, un vieux monsieur qui passait, s'écriait, on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, hop là. Ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, du hop là. Mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une voix saurait dit, hop là. Du fiacre une dame saurait dit, oh chic Léon, c'est mon mari. Il n'y a plus besoin de nous cacher, hop là. Il n'y a plus besoin de nous cacher, donc sans sou à se coucher. Donc le fiacre c'est ça, c'est l'histoire d'une femme qui trompe son mari dans un fiacre. C'est Lautrec affichiste. Donc c'est vrai que Lautrec a vraiment brossé un portrait du monde de la nuit parisienne, des Montmartre, des loisirs, des cafés-concerts, des stars de cette époque. Et c'est vraiment quelque chose qui se transmet de génération en génération parce que moi qui ai à peine 46 ans, j'ai l'impression d'avoir connu ce monde-là alors que je n'ai pas du tout connu. Mais voilà, il y a vraiment des images très fortes que Lautrec nous a laissées. Et sur les 9 dernières années de sa vie, il va faire une affiche. Alors l'affiche, c'est un art de la rue. L'affiche, c'est un art récent. Déclaré, il boit comme un fou. On raconte que dans sa canne, il avait une fiole dans laquelle il mélangeait absinthe et cognac, et c'était son encas pour la journée. Le soir, il enchaînait les spectacles. Donc il allait voir Poulette, il allait voir Aristide, il allait voir les danseuses au Moulin Rouge et autres. Il allait au théâtre et à l'opéra avec son cousin Gabriel Tatier de Céléran. Il en a fait beaucoup. Et il picolait beaucoup. Donc en 1899, il commence à avoir du délirium tremens, il commence à devenir dangereux pour lui et aussi pour les autres. J'imagine que c'est là-bas. Oui, Sophie Simon Photo.